Alors, du coup, les étudiants vous proposent d'y aller. D'accord. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter maintenant nos formations et nos expériences personnelles au sein de l'école SKET. Alors, pour ma part, j'ai intégré la promotion bachelor. Donc, je vais pouvoir vous en dire un peu davantage. Alors, il faut savoir que tout d'abord, cette formation est accessible après un bac+2, que ce soit un bac+2 accès tourisme ou pas forcément, puisqu'au début de l'année, on a des modules qui nous permettent de remettre un petit peu tout le monde à niveau et de commencer la formation un peu sur le même pied d'égalité, je dirais. Donc le bachelor spécialisé travel, c'est un bac+3. On dit aussi que c'est un diplôme de niveau 6, c'est l'équivalent. Et ça nous permet d'accéder au titre de responsable du tourisme et des voyages, qui est donc un titre certifié au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, comme l'avait expliqué un petit peu plus tôt, notre bachelor, nous, on apprend aussi grâce à des masterclass en live ou en replay. Donc, pour l'instant, qui ne peuvent malheureusement se faire qu'à distance. On espère pouvoir prochainement revenir dans les locaux. Et aussi, on apprend par nous-mêmes, par les travaux de groupe, les travaux personnels et nos recherches aussi complémentaires. Donc, grâce à ce bachelor spécialisé travel, on accède à tous les métiers qui sont dits de l'opérationnel. Et suite à ce bachelor, on peut soit s'insérer professionnellement, soit continuer en MBA. Et du coup, je laisse ma collègue sur le MBA. Donc, merci beaucoup et rebonjour à tous. Donc, moi, j'ai intégré le MBA spécialisé International Travel Management, qui est un niveau bac+5. Alors, il est accessible après un bac+3. Donc, vous pouvez faire une licence, pas forcément en tourisme. On a par exemple des MBA1 qui viennent de langue. Et vous pouvez aussi intégrer ce parcours après le bachelor spécialisé Travel. Il faut savoir donc que c'est un titre certifié à la RNCP de niveau 7 qui permet d'accéder au titre manager des activités du tourisme et des voyages. Donc, comme pour le parcours de bachelor, ce programme est basé sur des différents blocs de compétences et il y a donc les parties de cours auxquelles on assiste, que ce soit en live ou en replay en ce moment, et des parties de cours et de recherche personnelle. Alors, juste excuse-moi, Clara. Martine, je crois que vous êtes. Il faut aller sur l'atelier formation professionnelle. Là, vous êtes sur l'atelier pour les étudiants, formation initiale. Du coup, dans le chat, vous avez le lien. Est-ce que vous le voyez ou Laura, est-ce que tu veux le remettre peut-être pour que Martine puisse aller dans le bon atelier? Alors. Hop, on va le remettre. C'est le dernier message, le lien. Je ne sais pas si vous le voyez, Martine. Vous avez le micro fermé, hein, Martine. Ou est-ce que Laura, peut-être tu peux lui envoyer par mail, qui fait que Martine se... Ah, ouais. Vous le voyez, Martine, du coup, dans le chat, le lien? Donc, converser. Si tu n'es pas à l'aise avec Zoom. Je pense, sinon par mail. Vous l'envoyez par mail. D'accord. Voilà, okay. Par mail, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Comme ça, on peut. Voilà, pardon. Merci. Pardon, Clara. Non, c'est bon, j'avais terminé. C'est assez, du coup. Du coup, comme on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de métiers accessibles avec le tourisme. Et si vous n'avez pas fait d'études touristiques avant, vous pouvez dire oui, c'est peut-être juste agence de voyage ou office du tourisme, mais au final, c'est bien plus que ça. Et les SKET, justement, forment au voyage au sens large, et donc dans plusieurs domaines. Par exemple, vous connaissez évidemment le tourisme de loisirs, mais aussi le tourisme d'affaires, le voyage d'affaires, le MAES événementiel. Et il y a des secteurs justement qui sont transversales à ces différents secteurs, comme tout ce qui est digital, marketing, production, revenu management, etc. Si bien qu'avec la formation SKED, vous avez plus de 250 métiers disponibles. C'est assez impressionnant parce que à la fin de votre formation, tous les gens de votre classe peuvent avoir un métier différent. Et je trouve ça assez formidable d'avoir justement
ce panel de choix pour vos préférences. Donc, en plus de former au métier du travel qu'a pu vous présenter Sam précédemment, eh bien, on a d'autres compétences qui sont plus généralistes, donc au niveau du développement personnel, par exemple les soft skills, donc qui sont les compétences dites douces, donc pas techniques, tout ce qui est qualité humaine et personnelle. Et on a aussi des compétences juridiques, donc on inclut tout ce qui est droit, mais aussi de la comptabilité, de la finance, de la gestion d'entreprise, du management, ainsi que l'environnement professionnel. Donc l'environnement professionnel, c'est tout le panel de métiers que vous pouvez avoir et tout ce qui est hiérarchique. Et puis aussi des outils de l'entreprise, donc qui nous permettront d'être à l'aise en milieu professionnel, donc de la création de sites web, de la communication digitale. On approfondit aussi le pack office, la suite Google Office, etc., etc. Et en complément de tout ça, évidemment, les langues. Donc on a une LV1 obligatoire anglais et ensuite une LV2 qui peut être facultative entre l'allemand, l'espagnol ou le chinois. Je suis désolée, il y a un petit délai à chaque fois. Donc, à l'ESCAE, vous allez avoir un programme varié. Moi, je vais vous parler de tout ce qui est tourisme de loisirs. Donc, le tourisme de loisirs, on va vous parler des principaux acteurs. Donc, vous connaissez sûrement les agences de voyage, les tour opérateurs ou les croisiéristes. Mais dans le tourisme, il y a d'autres acteurs que vous ne soupçonnez peut-être pas, comme les OTA, qui vont être les Online Travel Agencies, ou alors les éditeurs de solutions technologiques. Donc, on va voir un peu tous dans le tourisme de loisirs, tous ces acteurs. C'est un chapitre qui va être assez lourd et assez quand même gros. Nous, en ce moment, on est en train de finir. On va avoir notre évaluation la semaine prochaine, d'ailleurs. En fait, c'est un chapitre qui va poser les bases donc, du tourisme et donc, qui va permettre à ceux qui ne viennent pas d'une formation touristique donc, d'acquérir les compétences et de ceux qui, comme moi, viennent d'un BTS tourisme, par exemple, d'approfondir ou alors même de faire des petites révisions. Ensuite, donc, je vais vous parler d'un gros programme aussi qui est celui du voyage d'affaires, qui est généralement très peu introduit dans les formations de tourisme. Donc là, on arrive vraiment sur les notions donc, liées au voyage d'affaires et non pas tourisme d'affaires. Donc, bien faire la différence déjà entre les deux, comme l'expliquait Laurie tout à l'heure. Donc le voyage d'affaires, c'est tout ce qui va concerner donc, les déplacements professionnels, comme j'ai pu faire quand je vous ai expliqué un peu le poste que j'avais fait en stage de première année. Donc lié au déplacement des collaborateurs, leur déplacement professionnel. Et on voit aussi également tout ce qui touche donc, à ces déplacements-là via les outils de réservation qu'utilisent les voyageurs d'affaires, les entreprises, pour justement voyager et organiser des déplacements, on va dire, sécuritaires. Et puis après, on a le gros bloc événementiel MICE. Donc MICE, c'est l'acronyme pour Meeting, Incentive, Convention and Exhibition. Et donc, il faut savoir que ce bloc-là, il est autant dans le tourisme de loisirs que le tourisme d'affaires. Et on va voir donc toute la diversité d'acteurs qu'il peut y avoir, que ce soit aussi des fournisseurs et des prestataires. Et puis le produit, dans quelle forme le produit peut être, sous quelle forme le produit peut être créé, ainsi que aux divers publics auxquels il peut être présenté. Et donc on appréhende et on essaie de voir toute l'organisation donc de ces événements ou des MICE, donc l'avant, le pendant, l'après, et surtout en ce moment on voit aussi l'enjeu du bloc événementiel et MICE post-crise Covid. Au niveau de l'hébergement, on en a déjà un petit peu parlé. Du coup, en cours, on va voir les différentes typologies d'hébergement. Donc, ça peut être de l'hébergement dit classique, donc tout ce que vous connaissez déjà, hôtel, gîte, chambre d'hôte. Mais aussi, on a eu un exemple tout à l'heure de logement insolite. Donc, ça peut être une cabane dans les arbres, etc. Et on se doute bien que c'est pas la même clientèle pour ces différents types d'hébergement. Et même à l'intérieur d'un hôtel, on n'a pas toujours la même clientèle. Et on va pas faire la même commercialisation auprès d'eux. Donc, on va voir leurs différentes spécificités, comment aborder ses clients, comment gérer un hôtel, et donc avoir vraiment une vue très, très large sur ce secteur.
On va voir aussi dans notre formation tout ce qui est transport et mobilité au sens large. Nous allons voir vraiment toutes les typologies d'acteurs pour avoir une vision globale sur tout l'écosystème, que ce soit au niveau du voyage d'affaires ou au niveau du voyage de loisirs. Donc par exemple, on va voir des choses que tout ce qui est aérien, par exemple, sur la mobilité urbaine, notamment, nous sommes en train de faire un module sur tout ce qui est mobilité sous ses différentes formes. Du coup, en ce qui concerne les territoires, comme on le disait plus tôt, du moins c'est vraiment tout ce qui est institutionnel parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la promotion des territoires, que ce soit pour le voyage de loisirs ou d'affaires, de la gestion des flux, de vraiment tous les enjeux, comme on a pu voir lors du premier déconfinement, de comment attirer, de se reconcentrer sur la clientèle française et comment bien gérer les flux pour éviter le tourisme de masse dans certains endroits. Alors, nous allons aussi parler donc, des technologies travel, parce qu'on se rend compte que dans l'industrie du travel, il y a de plus en plus d'outils et de solutions technologiques, et en fait, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Donc, pas de panique. En général, la partie technologie, c'est pas celle qui attire en premier, mais pas de panique parce que là, ça va vraiment être une introduction. Donc, déjà le vocabulaire, qu'est-ce qu'un GDS, qu'est-ce que l'API? Ça va être comprendre aussi les acteurs, quel type d'acteurs utilisent quel type d'outils ou de solutions technologiques. Donc, par exemple, comme Laurie avait dit plus tôt, Booking.com, comment est-ce que les hôteliers mettent leur offre à disposition sur Booking? Donc, ça va vraiment être comprendre quels sont les différents types d'outils technologiques et comment ils sont utilisés dans ce secteur. Et ensuite, finir par donc, la création d'entreprise. Donc là, Laurie, j'ai pas intérêt à dire de bêtises parce que sinon elle va me taper sur les doigts. Donc du coup, on a vu donc, en MBA 1 et même cette année, tout ce qui touche donc, à la création d'entreprise, donc via l'organisation, enfin le montage d'un business plan, les plans de communication, les différents modes de financement qui sont entraînés par la création d'entreprise. Donc après, voilà, on y reviendra dessus de toute façon tout à l'heure plus longuement, mais voilà un peu ce que regroupe la création d'entreprise aussi. À présent, on va vous présenter comment se passe une année à l'ESCAET. Donc, moi, je vais vous parler pour la partie bachelor, parce que c'est ça qui me concerne. On rentre généralement au début du mois d'octobre, la première semaine d'octobre, et de octobre à novembre, donc jusqu'à la semaine de relâche, vous allez avoir votre mois de positionnement avec tout ce qui va être bilan de positionnement sur, en même temps, l'anglais, ce qui va vous permettre d'intégrer certains groupes pour voir votre niveau d'anglais, les soft skills et les hard skills. Ensuite, vous allez avoir quoi? L'informatique. Donc voilà, ça va être donc le mois où vous allez un peu voir où est votre niveau. Ensuite, de novembre à décembre, vous allez avoir une partie un peu plus speed, puisque c'est là qu'en fait, vous allez voir toute la configuration du secteur du tourisme et des voyages. En janvier, lorsque vous allez rentrer des vacances, vous allez rentrer dans la période de montée en compétences. Donc c'est là où vous allez acquérir donc, différentes compétences en production, en commercialisation digitale, événementielle, distribution. Janvier va être un mois un peu fort parce que vous allez donc avoir aussi la rentrée de ceux qui étaient en bachelor, donc qui passent en MBA 1. Et ensuite, l'année va se terminer au 30 avril. Pour ceux qui veulent s'insérer auront un stage donc, de 6 mois de juillet à décembre. Et ceux qui vont continuer en MBA auront un stage donc, de 4 mois de septembre à décembre. Alors, moi, du coup, je vais vous parler de l'année pour les MBA 1. Donc, c'est similaire à l'année pour les bachelors. Donc, en octobre, on a le mois de positionnement avec des différents bilans sur nos soft skills, nos hard skills, sur nos connaissances sur l'industrie du travel et sur l'informatique. En novembre, on commence déjà à comprendre, à acquérir des connaissances sur la configuration du secteur du tourisme et des voyages. Décembre, on commence à accélérer un peu le rythme, où là, on va monter en compétences, notamment sur la production, distribution, le digital et le pricing. Alors ensuite, en janvier, ça augmente encore plus le rythme, si on peut dire, parce qu'il y a le retour des bachelors. Donc en fait, on peut dire que la rentrée pour les MBA, en fait, c'est une remise à niveau pour nous préparer pour quand les bachelors vont revenir.
Donc, de janvier à avril, on a là une montée encore en compétences. Donc, achat, commercial, distribution. On va aussi parler du revenu management, de la gestion de projet, du digital et du management en général. Et l'année scolaire va se terminer fin avril. Et donc là, on va partir en stage pendant 4 mois, donc de juin à septembre. Et donc ensuite, sur la partie donc MBA 2, donc comme vous pouvez le voir en soi, c'est pas très long quand on voit octobre-mars, mais c'est très intense. Donc on rentre au mois d'octobre avec donc, aussi un mois de positionnement donc pour remettre à niveau ce qu'on a déjà acquis en première année et approfondir. Et donc ensuite, à partir du mois de novembre, donc là, c'est un mois qui commence à être chargé. On est, là, on est en plein dedans avec début décembre aussi, mais avec ce qu'on appelle donc le management de projet et tous les renforcements et ouvertures sur les problématiques futures du secteur. Donc, on le met en place, l'école met en place via un management de projet ou un management de projet associatif. Donc, cette année, c'est surtout associatif, où justement, on est, donc ça, on y reviendra aussi également plus tard. On vous présentera les différents projets associatifs sur lesquels on travaille, mais voilà, qui demandent donc énormément de temps et aussi de travail en plus de nous, tous les parcours qu'on a aussi à côté à effectuer sur les différents parcours en ce qui concerne la technologie, etc. Donc ça, c'est management de projet, dure donc de novembre jusqu'à février, donc c'est vraiment une très grosse partie. Et au mois de janvier, c'est aussi également un mois qui est aussi assez décisif parce qu'on a donc les JRT, donc qui sont la journée des recruteurs, où justement des entreprises interviennent pour donc la recherche de stagiaires, où c'est les partenaires donc de l'ESCAET qui se mettent à disposition des étudiants et nous présenter donc les différentes missions, les différentes entreprises auxquelles on peut toucher pour notre stage. Et on a également aussi donc les soutenances des MBA 3, comme on les appelle à l'ESCAET. Donc, c'est ceux qui viennent de terminer leur cours, qui ont terminé généralement leur stage et qui viennent soutenir. Et donc, ça nous permet aussi de voir un panel d'entreprises, de métiers et de missions complètement différentes. Donc, février, donc, se termine le management de projet associatif auquel on rend notre dossier écrit, on fait notre soutenance. Et le mois de mars, où on commence donc notre stage pour 6 mois, donc généralement jusqu'en décembre. Et donc là, à partir de janvier, c'est nous qui venons soutenir pour notre mémoire, notre recherche. Donc ici, ce sont quelques exemples de compétences que vous allez pouvoir acquérir selon votre niveau d'études. Donc si vous rentrez après un bac+2, donc en bachelor, donc c'est le côté bleu, et si vous rentrez donc en MBA, donc après un bac+3, ça sera le côté orange. Donc en marketing, web marketing et événementiel, vous allez voir par exemple comment référencer, donc en niveau 1, comment optimiser votre référencement selon donc sur un navigateur. Donc quand vous tapez un mot-clé dans le navigateur, comment par exemple votre nom va apparaître en premier avec le SEO, donc Search Engine Optimization, ou alors voir aussi comment vous menez à bien une stratégie donc social media. Et vous allez approfondir cela en MBA. Donc je crois que c'est Sam, je t'en prie. Du coup, comme tu viens de le dire, en MBA, on va approfondir ou faire une remise à niveau de ces compétences qui auraient été vues en bachelor. Du coup, le référencement, tout ce qui est community manager, gestion des réseaux sociaux. Mais on va aussi commencer à voir tout ce qui est collecte de data pour faire une stratégie commerciale. Du coup, pour faire une stratégie de display, comment je fais de la publicité online. Et pour ça, on va utiliser entre autres l'analyse des KPI, qui sont des indicateurs de performance, qui permet de voir si il y a un bon trafic sur mon site web et avoir un meilleur retour sur investissement. Donc, je paye un certain prix pour faire du marketing, pour faire de la pub. Il faut que ça me rapporte plus que ce que j'ai dépensé, évidemment. Concernant le bloc production et achat, pour les bachelors, on va aborder les compétences du coup de piloter la production d'offres et de services. Donc ça prend en compte le montage de packages, de circuits, de séjours, mais aussi la négociation avec les fournisseurs. Et ça inclut surtout donc les commissions, les marges, les marques sur les produits qu'on va créer. Donc concernant la production et achat au niveau des MBA1, ça va être plus en détail, donc définir, analyser, contrôler la politique d'achat, de négociation, d'assemblage de prestations de voyage. Donc, par exemple, ça va être identifier les besoins, établir une stratégie d'achat, mettre en place des appels d'offres,
On va aussi voir les différentes techniques de négociation et de gestion avec les différents fournisseurs et aussi des aspects comme l'étude de la performance et le partage de feedback. Donc ensuite, sur un autre exemple de compétences que l'on peut acquérir au niveau bachelor, ça sera de piloter les actions commerciales pour vendre des offres et des services. Donc ça va être notamment toutes les techniques de vente et de pricing. Donc je m'explique. Ça va être comprendre par quel canal de distribution je vais opter pour pouvoir promouvoir et vendre mes produits ou mes services. Et ça va être aussi comment est-ce que je vais pouvoir fixer les prix justement de ces produits et de ces services. Donc, on va commencer par une initiation au revenu management notamment. Donc, que ce soit au niveau de l'hôtellerie classique ou de l'hôtellerie de plein air ou des transports, ça va être en fait comment je vais mettre en place un prix, peut-être selon la saison, si c'est plus touristique ou pas, pour pouvoir optimiser mon chiffre d'affaires et mon taux de remplissage. Et du coup, donc sur donc la partie après en MBA, on va aller plus loin par rapport aux techniques de vente, par rapport à ce qu'on peut voir en bachelor. Et donc, on va aussi aborder donc, tout ce qui est relation client, la relation au sein des équipes ou comment animer un réseau et trouver des nouveaux partenariats, ce qui peut être important, par exemple, dans le cadre de l'événementiel. On va aller plus loin aussi dans les stratégies de pricing et de revenu management qui sont donc beaucoup plus poussées avec des situations encore plus concrètes en y intégrant donc, différents KPI selon les secteurs et les différents leviers de yield management, par exemple. Par rapport à la création d'entreprise, comme Romain l'a expliqué plus tôt, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'appréhender si on avait une envie particulière ou un projet qui nous tenait à cœur pour ceux qui souhaitaient monter une entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a eu tout ce qui était toutes les contraintes qu'on pouvait rencontrer lors d'une création d'entreprise, toutes les compétences et les connaissances à avoir pour mener à bien ce projet. Donc, du coup, c'est vrai que c'était vraiment une grosse partie pour ceux qui avaient Je sais que dans notre classe, il y en avait qui avaient déjà des projets bien avancés et grâce à ce module de création d'entreprise, ont eu plus de connaissances pour pouvoir mener à bien leur projet. Donc, tout au long de l'année, en fait, l'ESCAED va nous accompagner, notamment avec notre parcours professionnel. Donc, à la fin, normalement, d'un MBA 2 ou alors à la fin d'un bachelor, on peut s'intégrer. Et grâce à ça, ils vont nous faire rencontrer donc, tout au long de l'année des professionnels. Donc, que ce soit avec des webinars ou alors des intervenants qui viennent directement nous parler. Mais ça, je vais laisser donc, mes collègues vous en parler un peu plus en profondeur. Donc, c'est vrai que la période actuelle a du mauvais, mais a du bon aussi, dans le sens où, grâce aux événements qui sont maintenant digitaux, complètement digitalisés, on a beaucoup plus d'opportunités pour participer à différents événements. Et depuis le début de l'année, on a déjà pu accéder à pas mal d'entre eux. Donc, tous ces événements qui, pour l'instant, se font en ligne, on espère qu'ils pourront bientôt revenir à des solutions en présentiel. Donc, ces événements nous permettent de comprendre le marché du travail de manière générale. Ils nous permettent aussi de faire le lien entre nos cours et les applications concrètes par des exemples d'entreprises notamment. Et ça nous permet aussi, nous, de notre côté, de faire un peu une veille des tendances du marché de manière générale. Donc, depuis le début de l'année, on a pu assister à différents événements, comme par exemple donc, le Grand Bazar, qui était un salon sur les réceptifs, des réceptifs qui venaient du monde entier. C'était la présentation de leurs produits, des nouveaux enjeux et de leurs projets futurs, puisque maintenant, le fait de développer leur destination se fait plutôt au niveau national. Et du coup, c'était vraiment très intéressant de voir tout type d'horizon. On a pu aussi assister à des webinaires de la société SAP Concur, qui est une société qui va
qui a présenté une solution de Travel and Expense. Alors là, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc là, une solution de Travel and Expense, c'est une solution qui va aider les entreprises à gérer le voyage d'affaires de leurs collaborateurs. Par exemple, ça va aider à la gestion de notes de frais qui sont générées lorsque le collaborateur va, par exemple, dormir dans un hôtel. On a pu aussi assister à l'événement Future of Business Travel, qui était un événement donc, sur toute la journée, sous forme d'interviews de différents professionnels. Et il y avait même des débats aussi sur les enjeux post-crise sanitaire, bien sûr, mais aussi sur les enjeux géopolitiques et sur toutes les nouveautés que peuvent faire les différentes entreprises d'un point de vue tourisme, voyage d'affaires. Ensuite, nous avons pu assister à un webinaire appelé le Why, qui était, je pense qu'il était vraiment un événement qui nous a énormément plu, nous, en tant qu'étudiants, vraiment sensibilisés sur le développement durable et l'aspect écologique actuel. Donc, en fait, c'était tout simplement des entreprises qui sont intervenues pour présenter comment est-ce qu'elles arrivent à mettre une politique de RSE en place dans leur entreprise. C'est-à-dire, alors ça s'appelle une politique de responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles ont pu mettre en place le développement durable dans leur structure. Et enfin, il y a The New Explorer Challenge qui était super intéressant là-dedans, c'est que ce seront nous qui on peut être vraiment acteur de ce défi puisque c'est tout simplement un défi accessible pour les étudiants. Donc, on a pour but de créer un projet de voyage durable. C'est sous forme de concours totalement volontaire, mais ça peut vraiment être très intéressant pour compléter notre formation. Alors ensuite, on a donc les interventions régulières de professionnels qui sont donc organisées par les SCAET. Donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi d'un point de vue étudiant, c'est que ok, on a les cours, on a des modules, on a des compétences, etc. Mais en soi, tout ce qu'on apprend, comment on va le mettre au service d'une entreprise. Et il y a des professionnels qui viennent nous parler justement de leur activité, de comment là actuellement ça se passe en post-Covid, et aussi donc les nouvelles missions qui peuvent apparaître. Et justement, c'est très intéressant d'échanger donc avec ces professionnels. Et nous, par exemple, là, en MBA 2, on vient d'avoir l'intervention de Julie Thiebaud, qui est la directrice commerciale donc chez le CAB. Donc le CAB, on en a parlé tout à l'heure dans les étudiants qui sont en insertion. Donc Mallory Vaton qui travaille justement pour le CAB, qui est VTC, donc dans le transport de personnes, donc un acteur de la mobilité, et qui justement nous expliquait comment la mobilité intervient actuellement et comment se démarquer, parce qu'on connaît tous Uber, mais voilà, Uber, c'est un acteur qui n'est pas français, donc le CAB qui est un acteur 100% français, donc voilà aussi, c'est comment remobiliser, comment redonner confiance à des acteurs qui sont français et aussi les intégrer justement à ça et pas seulement prendre ces acteurs qu'on connaît tous, alors que justement nous on peut à notre niveau aussi échanger avec des acteurs qui sont sur notre territoire. Donc c'est aussi ça, les échanges avec les professionnels, c'est aussi se rendre compte que on a les capacités, nous en France, et pas forcément avec tous ces acteurs mondiaux, qu'on peut faire appel aussi à notre savoir-faire français. Alors justement, comme Romain disait, on a des échanges avec des professionnels, notamment sur le territoire français. Et récemment, nous, les MBA 1, on a eu un échange avec Stanley Baudu, qui est la Head of Virtual Business chez Virtuo. Alors Virtuo, c'est une agence de location de voitures, mais qui est entièrement digitalisée. Donc par exemple, vous n'avez pas une clé physique. En fait, c'est dans une application smartphone. Et toute la réservation se fait aussi à travers cette application. Et ce qui est intéressant avec ces échanges professionnels, c'est non seulement donc de comprendre des enjeux actuels, des enjeux aussi liés avec le Covid, forcément, de ces professionnels du tourisme, mais c'est aussi découvrir des environnements et des acteurs qui nous sont complètement inconnus. Par exemple, moi, je suis venue dans le tourisme avec un intérêt pour la promotion de destinations. Et quand j'ai vu la présentation de Stanley, je me suis dit, ah mais c'est fascinant en fait, c'est de la technologie liée à la mobilité. J'ai trouvé ça fascinant et c'était vraiment une surprise. Donc ça nous permet vraiment de découvrir des passions qu'on ne pouvait pas connaître avant en fait.
Et justement, comme moi aussi j'aime bien la promotion de territoire, c'est l'intervention de Christelle Larcher qui m'a beaucoup marqué. Donc, elle est chargée de relations presse et communication pour la destination Benidorm sur le marché français. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Benidorm, c'est une station balnéaire en Espagne, mais elle travaille en France. Du coup, elle travaille en France pour promouvoir cette destination espagnole aux Français. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, donc comment promouvoir son territoire, et notamment avec l'utilisation de data. Donc, ça se permet de savoir qui vient à Benidorm et quel est leur profil. Du coup, on voyait par exemple que les Français qui allaient là-bas, c'était plutôt des jeunes qui vont faire la fête, alors que les Espagnols, c'était plutôt des familles, et les Portugais qui venaient, c'était plutôt des retraités. Et je trouve ça très intéressant pour savoir comment on vend la destination, du coup, sur quel marché. Et on voyait aussi, c'était intéressant de voir comment elle vendait sa destination et retirer les idées reçues. Parce que vous voyez sur la photo, Benidorm, c'est des grands buildings juste au bord de la mer. Et moi, personnellement, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça va pas me plaire. Moi, je suis plutôt plage sauvage. Mais justement, elle expliquait que c'était pour ça aidait à l'environnement et au développement durable de faire des immeubles au bord de la mer et au lieu de s'étaler horizontalement sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et ça m'inspire aussi pour mon propre projet professionnel. Du coup, en plus des interventions, on a aussi des cas concrets d'entreprise. Pour la partie bachelor, donc il y a des rencontres de professionnels et des visites terrain, mais aussi du benchmarking, de la mise en place d'offres et de stratégies. Et donc pour les bachelors, c'est plus le côté opérationnel que l'on voit. Je vais vous donner donc des petits exemples qui se sont passés l'année dernière. Il y a eu une visite à l'hôtel Renaissance. Donc là, ils ont pu interagir avec les professionnels sur le thème de l'hébergement, mais aussi le côté MICE. Et puis, ils ont mis en place aussi une FAQ thématique sur le digital pour les agences de voyage et les agences réceptives. Et puis, donc, cette mise en place d'une stratégie tarifaire et de distribution pour réserver. Alors ensuite, sur la partie donc, MBA1, donc, on est plus sur ce qui concerne donc, des benchmarks avec son analyse de marché, les préconisations. Et par exemple, bah, moi, l'année dernière, sur la partie voyage d'affaires, j'ai eu l'occasion de travailler sur donc, le projet Champ-Cartier. Et justement, donc, le sujet nous a été donné de répondre à la problématique de l'évolution du voyage d'affaires sur la période 2010-2020. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant donc, de pouvoir travailler sur des sujets concrets et de voir une évolution sur ce marché-là. Et aussi, donc, grâce à ça, donc, grâce à notre analyse en tant qu'étudiant, notre analyse de marché et après les préconisations qu'on avait fait aussi en fonction de l'évolution que pouvait avoir le voyage d'affaires, notre groupe a été retenu pour pouvoir le présenter donc, à des professionnels du secteur dans un hôtel à Marseille, donc avec la présence de Champ-Cartier et le cabinet de conseil Axis Odyssey. Et on a restitué donc, justement notre travail. Donc c'est ça aussi qui est valorisant en tant qu'étudiant, c'est de voir notre travail qui est présenté à des professionnels. Et c'est vrai que ça donne aussi de la motivation et de se dire que derrière, OK, on fait des travaux, mais ces travaux-là, ils peuvent être proposés et des idées peuvent être reprises par des entreprises et c'est hyper valorisant. Donc voilà à peu près sur la partie MBA1 sur ce qu'on fait par exemple comme type de projet. Par rapport au MBA 2, donc nous, on est actuellement en plein dedans. Donc, on a la chance de travailler avec des professionnels dans le projet Je m'engage. Donc, dans ces moments-là, on doit travailler avec les professionnels avec qui on travaille en collaboration pour pouvoir faire des préconisations sur leur projet, des refontes de process, des créations d'outils s'ils ont besoin, parce que c'est vrai que les pros ne sont pas forcément aux dernières nouvelles de ce qui se fait sur le marché, mais également pour les analyses financières, s'ils ont besoin, pareil, de nouvelles connaissances, où on va vous en parler dans la slide suivante. Donc, du coup, pour le projet Je m'engage, donc il y a deux choix. Je vais commencer par le projet entrepreneurial, parce que Romain et moi, on s'est engagés dans une association. Donc, le projet entrepreneurial, c'est pour ceux de l'année dernière qui avaient une création d'entreprise qui était un projet qu'ils souhaitaient
mener à bien. Donc, du coup, cette année, ils travaillent toujours sur leur projet, mais en collaboration avec Nicolas Geoffroy, qui fait partie de Provence Travel Innovation, avec qui ils vont avoir vraiment des cas concrets pour pouvoir avancer au mieux sur leur projet. Ensuite, pour ma part, je m'engage pour une association. Je me suis engagée avec Agir pour un tourisme responsable, donc avec le président de l'association Julien Buot, avec qui on a des missions très concrètes à faire. Par exemple, on doit organiser le séminaire de 2021. Donc pour le moment, on ne sait pas encore si ça sera en digital ou en présentiel. Ensuite, on a d'autres missions sur tout ce qui était la refonte des comptes rendus des séminaires et des différentes documentations pour les professionnels, pour apporter un vent de fraîcheur, du PEPS, parce que c'est vrai que des comptes rendus de 45 pages, écriture police 12, les professionnels, ils vont lire les 4 premières pages et après, ils vont le mettre de côté. Donc, nous, on est là pour, sous forme d'infographie ou d'autres supports, remettre un peu plus de punch sur ces documents-là. Ainsi que la création de groupes de travail entre professionnels sur des thématiques comme l'hôtellerie, la croisière, comment ces secteurs-là vont mettre à bien leur entreprise dans la responsabilité des voyages dans l'avenir. Et donc, pour mon cas, moi, je me suis engagé auprès de l'association JBTA. Donc, JBTA, c'est donc la Global Business Travel Association. Donc, vous allez vous dire, il va encore nous parler du voyage d'affaires, celui-là. Donc, oui, effectivement, moi, c'est mon projet. Donc, moi, je m'engage auprès de tous les acteurs qui sont en lien avec donc, le voyage d'affaires. Et donc, JBTA, donc, c'est une association qui est la plus grosse association en ce qui concerne le travel, business travel et événementiel. Et donc, nous, dans le cadre de notre projet associatif, donc on est avec Madame Goletti, Valérie, qui est donc la Regional Manager France de JBTA et qui nous a présenté un projet qui se déroule en 2 phases. Donc, une première phase qui justement vient de se passer là avant-hier, jeudi, où on a en fait participé à l'événement de la masterclass, e-masterclass plutôt JBTA, qui normalement avait lieu donc en physique et qui cette année, bah voilà, comme on sait pour la raison qui s'est transformée en digital. Et donc, nous, on s'est répartis et on a donc contribué à la partie donc, contenu, marketing, support technique et aussi partenariat sponsoring sur la partie donc, là, de cette e-masterclass qui s'est déroulée, qui s'est super bien passée d'ailleurs. On est super contents. Et donc, bah, c'est hyper valorisant aussi de voir notre travail, on va dire, projeté auprès de 300 personnes. Enfin, pour nous, c'était quand même dingue. Et justement aussi de côtoyer des professionnels du tourisme qui sont, on va dire, on dirait inaccessibles parce qu'on en voit aussi de par nos études, de par des conférences, de par des articles, etc. Et on se dit, mais ces gens-là, ils ont hyper bien réussi et on a de la chance de par ces projets aussi de les côtoyer et d'échanger avec eux. Donc, c'est hyper valorisant. Et on a une deuxième phase. Donc là, maintenant, vu qu'on a terminé la première, on va dire qu'on a ce week-end de répit et on va enchaîner bientôt sur cette deuxième phase qui va être axée sur le développement de l'association JBTA France et qui va se dérouler donc, sur la période de mi-décembre jusqu'à presque la fin, jusqu'au 12 février. Et justement, là, notre rôle, ça va être de développer cette association en France, parce que c'est une association américaine qui est très développée là-bas et qui, en France, est connue, mais qui mérite d'être plus connue que ça. Et c'est justement à nous, là, les étudiants, de faire le développement de JBTA, donc, ce qui n'est pas chose simple non plus. Et donc, voilà, là, on va se lancer sur cette phase-là. Merci beaucoup Romain, merci beaucoup les étudiants du coup pour cette présentation. Avant de passer donc à des échanges un petit peu plus informels, on va dire, et pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, on vous a parlé de la vie à Aix, de l'école, de nos modalités pédagogiques, des débouchés, des formations, et on voulait quand même vous faire part de notre vision par rapport à la sélection de nos futurs apprenants. Donc l'appel à talents de l'ESCAET. L'objectif principal de cet appel à talents, c'est de faire matcher notre école, qui a quand même une pédagogie assez innovante par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs, avec des futurs talents, tels que vous, si vous avez envie de poursuivre l'aventure. Notre objectif, avant tout, c'est vraiment de valoriser vos compétences et votre savoir-être, au-delà de ce qui peut vous représenter de par votre cursus et vos notes que vous avez eues avant.
L'objectif, c'est que, comme on a pu le dire avant, c'est pas nécessairement que les apprenants qui nous rejoignent viennent uniquement de l'industrie du tourisme. On ouvre les portes à tout le monde dès lors que vous avez envie de poursuivre dans l'industrie du voyage et de l'événementiel. Donc, notre objectif, c'est aussi de nous assurer de votre motivation pour rejoindre l'industrie du tourisme, des voyages et de l'événementiel, que vous soyez conscient de l'industrie dans laquelle vous avez envie de vous engager, des opportunités professionnelles qu'il y a derrière. Et nous, on veut aussi apprendre à vous connaître, nous assurer de votre capacité d'adaptation à un nouvel environnement, à un nouveau mode d'apprentissage, et puis qu'on puisse aussi échanger et répondre à vos différentes questions. Donc, du coup, pour ce faire, donc l'inscription chez nous, elle se fait en 3 étapes. Il y a une première partie qui est une inscription sur le site très standard. On vous demande des choses plus administratives pour vous. Suite à ça, on va vous demander de faire un travail de votre côté où on laisse libre cours à votre imagination. On va vous guider via certaines questions, mais on veut que vous vous présentiez en vous laissant l'opportunité aussi, vous, de décider ce qui est important selon vous de nous transmettre comme information pour apprendre à vous connaître. Donc, cette phase est sélective et si vous passez avec succès cette phase, on sera ravis d'échanger avec vous via un entretien de motivation qui, du coup, pour l'instant, se fait de façon digitale, mais on aimerait bien pouvoir repasser à des entretiens directement à l'école. Et cet entretien, il se fera d'une part au travers d'un pitch de 10 minutes qu'on vous demandera de préparer et de nous présenter pour nous faire part de votre motivation et ensuite d'un temps d'échange, aussi bien avec moi qu'avec d'autres personnes de l'équipe ou des professionnels ou des anciens apprenants. Donc, nous, on espère que voilà, cette journée porte ouverte a conforté votre idée de rejoindre l'ESCAET à plus ou moins long terme. En tout cas, voilà, si vous avez la moindre question, je propose qu'on puisse vous laisser la parole et puis que les étudiants ou l'équipe puissent vous renseigner. Et si jamais vous avez des questions que vous ne souhaitez pas aborder devant tout le monde, vous avez mes coordonnées. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous pour qu'on puisse échanger en plus petit comité. Du coup, vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez poser les questions que vous voulez ou par le chat comme vous vous sentez. Je vous laisse la parole du coup. Là, il faut toujours une première question, hein. Est-ce que du coup les étudiants ont été clairs par rapport à leur programme, à leur projet? Est-ce qu'il reste des points en suspens qu'on n'a pas abordés peut-être? Comment ils vivent aussi ce dispositif d'apprentissage? Enfin voilà, il n'y a pas de, toute question est à Peut-être on peut ouvrir les micros. Je vois que Héloïse, elle écrit dans le chat. Enfin, pas forcément la caméra si vous ne vous sentez pas à l'aise, mais au moins le micro, peut-être Héloïse. Oui, bonjour. Bonjour Héloïse. Donc les inscriptions débutent quand? Alors, les inscriptions, elles sont d'ores et déjà ouvertes. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre dossier en ligne. Donc, sur notre site, c'est inscription en ligne. Et puis, nous, une fois qu'on aura reçu votre inscription, on reviendra vers vous pour vous expliquer les prochaines étapes. D'accord, très bien. Merci. Une question d'Emma aussi concernant l'alternance éventuelle en MBA. Alors, Laurie, tu veux y répondre ou tu veux que je réponde? Ça, tout simplement, en fait, à ce jour-là, aujourd'hui, là, le 5 décembre, non. 5 décembre 2020. Par contre, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier fortement. Et ce n'est pas impossible, en effet, qu'on propose ce format-là pour la rentrée prochaine. Mais pour l'instant, ce n'est pas finalisé, donc on ne peut pas aller forcément plus loin avec vous aujourd'hui. Mais c'est dans les cartons. Et ça, c'est dans les cartons et on étudie la possibilité de le faire aussi bien en formation initiale avec un stage à temps plein que de pouvoir le faire donc, en alternance, donc dans un dispositif d'alternance complet.
Du coup, il y a les étudiants qui ont aussi mis leurs coordonnées. Si vous souhaitez échanger avec eux directement, n'hésitez vraiment pas. Ils ont une autre vision des choses. C'est sympa, les étudiants, merci. Il n'y a pas tellement de questions sur le fait d'avoir une plateforme et d'apprendre en autonomie, ensuite avec du présentiel. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? C'est que tes explications étaient parfaites, en fait, Laurie. On a tous été super clairs. Est-ce qu'il y a des étudiants peut-être qui veulent faire un partage d'expérience sur le sujet ou pas nécessairement? Oui. Bien, allez-y, comme vous le sentez. Bah écoutez, moi j'ai un VTS tourisme, donc avant Covid en plus, donc je suis habituée à avoir un professeur qui parle et moi prendre des notes, ce qui n'est pas du tout adapté quand on a presque 20 ans. Et donc, je viens de passer sur… J'aime bien ce franc-parler, Margot, j'adore. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on est un peu actif de notre formation aussi. Donc là, on devient passer de la formation devant un professeur qui parle. Là, on est vraiment actif, c'est à nous de prendre de comprendre les objectifs qui est à la fin de cette formation. Donc, il faut savoir, donc c'est un programme quand même qui est assez gros, même pour moi qui vient du tourisme. Il faut du travail, il faut être régulier, il faut être sérieux, il faut savoir s'organiser, puisque vous allez avoir des masterclass en journée. Même si elles sont disponibles en replay, c'est mieux de les voir en live puisque vous pouvez interagir avec les experts. Mais vous avez aussi derrière des modules à faire, donc ça demande du travail. Mais c'est pour ça que vous avez un bon mois pour vous y préparer. Et après, dès que c'est mis en place, ça va beaucoup mieux. Vous avez aussi vos collègues qui sont là pour vous aider. On a eu un peu de mal, mais je pense qu'avec les bachelors, on a réussi à créer quand même un petit groupe pour travailler. Et on est avec des personnes qui souhaitent continuer dans le tourisme. Donc, on arrive à échanger sur le tourisme et c'est super agréable d'avoir des personnes qui sont investies dans leur travail. Ce qu'on n'a peut-être pas souvent en BTS, puisque en BTS, j'ai quand même le retour de beaucoup de personnes qui on savait pas trop pourquoi ils étaient là. Mais voilà, là, on sait pourquoi on est là et on sait que plus tard, on va travailler ensemble et on est content. Super. Alors, merci Camille. Camille, elle a envoyé un message pendant que tu parlais, Margot, parce que Camille doit nous quitter. En tout cas, merci beaucoup Camille. Merci Camille. Merci oui, Camille. mais Margot, c'est intéressant ce que tu as partagé là, cette proactivité et la façon dont vous êtes acteur, parce que du coup, c'est pas forcément facile de l'expliquer aujourd'hui et ça se vit en fait. C'est quelque chose qui se vit, surtout qui se met en place après quelques temps. Donc je trouve ça intéressant que tu partages cette notion on est acteur de notre formation parce qu'en fait je l'avais pas forcément, on a beaucoup échangé nous ensemble là-dessus, mais là je l'avais pas forcément présenté comme ça, donc merci pour ça parce que c'est vrai que c'est l'objectif de cette méthode en fait, c'est de permettre à chacun d'être libre dans son apprentissage et se poser un petit peu plus de questions plutôt que de se laisser porter par un enchaînement de cours. Donc en tout cas merci pour ça. Moi, du coup, je voulais rebondir par rapport à ça, parce que nous, les MBA 2, c'était un peu compliqué pour nous, parce que c'est notre dernière année d'études. Pendant toutes nos études, on a été habitués à justement avoir ce système où on arrive en cours, on commence à 9h, on termine à 17h, on a 1 heure pour manger, on s'assoit, on écoute, on a une pause, on reprend, etc. Et justement, et puis en plus, nous, on a vécu, entre guillemets, notre année, on va dire, à presque deux tiers confinés. C'est vrai que nous, on est un peu l'année où c'est un petit peu compliqué. Et justement, on y arrive, mais peut-être que justement, on a été au début buté sur nos idées, on a été réfractaires, etc. Et sauf que on se rend compte que là, quand même, c'est quand même une chance de pouvoir le faire. Parce que on peut revenir, par exemple, quand on est en cours, peut-être que oui, on va comprendre sur le moment où on va envoyer un mail à l'expert pour avoir plus d'informations, que là, avec ces modules où on a le cours qui est en live, qu'on peut revoir après au cas où si on n'a pas compris ou si on n'a pas eu le temps de prendre des notes. On a ces modules-là qui nous permettent aussi de travailler individuellement de notre côté, de pouvoir poser nos questions sur les futurs masterclass, etc. Donc, c'est vrai que… Donc, c'est un système où au début, nous, on avait du mal parce que je pense qu'on n'était pas prêt à ça et qu'on a toujours vécu ça. Et donc, voilà, après, je voulais aussi, moi, partager dans ce sens-là parce que peut-être qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais c'est bizarre et tout comme concept. Nous, on n'a jamais eu ça. » Et au final, faut qu'on s'adapte tous, on change complètement et dans le monde du travail aussi.
Et on le voit bien avec le télétravail. Hein, et donc, c'est aussi une manière de, OK, on est dans du scolaire, mais on est aussi dans de l'insertion pro. Et dans le monde pro, ça se passe aussi comme ça. Donc, après, une fois qu'on a compris certaines choses et que aussi mentalement, on change, bah, on va dire qu'on s'y adapte un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on vous a pas ménagé, quoi. On vous a fait passer dans la machine à laver, donc 2 confinements, voilà, et une formation qui évolue et qui évolue et qui évolue, et vous, pas forcément aussi un été formidable en termes d'opportunités. Enfin, du coup, bon, contexte compliqué, et je pense vraiment, en tout cas, c'est bien que tu partages ça, mais de montrer que c'est pas toujours simple non plus, parce que tout n'est pas rose. Et par contre, voilà, le message principal de dire bon, bah, finalement, aujourd'hui, on a compris, on est en train de se mettre dedans et tout va bien. J'ai envie de dire, c'est top, parce que je sais que enfin, voilà, on sait tous que vous serez beaucoup plus forts du coup après face à ce monde du travail qui évolue et qui subit franchement une crise sans précédent. Mais en tout cas, voilà, plus on passe par des moments pas simples, j'ai envie de dire, pendant son parcours de formation, plus on est prêt en entreprise. Il vaut mieux que ça se fasse entre nos mains qu'en entreprise, il me semble. Mais c'est pas forcément facile de le comprendre tout de suite. Mais en tout cas, c'est bien de dire que c'est pas forcément simple, je pense. Voilà, au moins ça montre que… oui, après, je disais surtout ça parce que c'est vrai on a été habitué depuis tout petit, ça se passe comme ça pour les cours. Et c'est vrai que bah, du coup, nous, juste pour notre dernière année, cette modification, après, c'est comme tout, hein, il y a des réfractaires, etc., comme partout, hein, peu importe. Mais après, c'est juste une fois qu'on a compris que voilà, genre ça change, bah, il faut qu'on change aussi. Et comme dans le monde du travail, quand on travaille sur un outil et qu'on nous dit un mois plus tard, bah, en fait, il faut oublier cet outil-là et on bosse sur un autre outil, il faut s'adapter, il faut qu'on bosse dessus. Sinon, bah, notre employeur il va nous dire, bon, bah, salut, tu t'en vas. Mais donc, c'est ça aussi, il faut en prendre conscience. Mais bah, après, oui, il y a un petit temps d'adaptation. Au début, on se dit, oh là là, mon Dieu, je vais pas y arriver. Puis, au final, on le fait parce que d'une part aussi, on n'a pas le choix et parce qu'il faut qu'on évolue aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Romain, pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions qui sont revenues, les témoignages des uns ou des autres vous ont il y a un petit message fait d'Iris. avoir des interrogations? Merci pour toutes ces présentations qui ont été très claires et qui personnellement m'ont permis de mieux comprendre le panel d'activités liées au tourisme. Oui, bah, je pense que c'est important que les apprenants et l'équipe, on vous partage en fait ce qui se passe sur le marché, parce que les médias n'aident pas forcément toujours non plus. Et donc, ça nous semble important de vous partager, nous, notre positive attitude par rapport à ce marché et à toutes les opportunités qu'il y a. Voilà, c'est important qu'on reste positif autour de ça. Donc, si Iris, ça t'a permis, toi, en tout cas, d'illustrer concrètement, parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple pour tout le monde, en tout cas, de dire, voilà, à ses parents, moi, j'ai envie de faire une école du tourisme dans cette période-là. Bon, en même temps, tous les secteurs sont bousculés, donc j'ai envie de dire, pourquoi plus le tourisme? C'est juste que le tourisme, on en parle beaucoup à la télé, donc forcément, on parle beaucoup de l'hôtellerie, donc forcément, oui, voilà, ça peut effrayer, Iris. Donc, si jamais on a donné les arguments pour tes parents, pour ta famille, pour que finalement, tu puisses continuer dans cette voie-là, malgré des craintes qui sont totalement fondées, et pas tant mieux. Et puis après, il faut surtout pas hésiter à nous contacter. Et les apprenants aussi, les étudiants, ils peuvent vous aider à avoir des arguments si besoin, parce qu'eux, ils sont en train de passer par là aussi. Hein. Eux aussi, on les challenge dans leur famille, dans les amis. Enfin, tout le monde les challenge en fait. Mais en fait, tu vas faire quoi avec ton école? Donc, voilà. Ils parlent beaucoup de charge de travail, mais l'idée, c'est qu'ils soient hyper armés. Donc, encore plus que d'habitude, dans cette période-là, il fallait qu'on les arme encore plus pour être forts face à cette situation-là. Donc bah, voilà. Et pour compléter, oui, si on revient, c'est pour ça que nous, on prend vraiment aussi le parti de former en fait plus à des compétences qu'à des métiers précis pour que justement vous ayez en fait avec vous un petit sac à dos avec plein d'outils dedans et qu'en fonction de la situation professionnelle à laquelle vous êtes confronté soit à la sortie de les études, soit 2 ans plus tard, soit 5 ans plus tard, et ben vous ressortez à ce moment-là
l'outil dont vous avez besoin et qui peut changer en fonction du moment, et donc de ne pas être cantonné à un seul métier qui va être du coup le web marketing, et puis c'est tout, et vous ne pourrez pas en changer, mais d'avoir vraiment du coup toutes ces compétences qui sont là pour vous. Ouais. Merci Alex. Il y a Emma qui dit merci beaucoup pour cette JPO très intéressante. Pardon Romain. Cela m'a conforté dans le fait que les SCAET correspond à mes attentes. Bon, tant mieux, les étudiants, vous avez bien partagé ce qu'il fallait du coup. Romain, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que je pense à Paolo, par exemple, nous en première année, qui est quelqu'un de notre classe, et je voulais aussi préciser que, parce que Camille et moi, on s'est présenté comme MBA 2, 100% dans le tourisme, on n'a fait que des études dans le tourisme, mais les SCAET, donc il n'y a pas que des gens qui sont que du tourisme qui viennent faire cette école-là. Il y a quelqu'un dans notre promo qui n'a jamais eu de notion sur le tourisme, qui vient de la biochimie, enfin voilà, c'est pas du tout un domaine que je connais en plus. Et enfin voilà, et souvent et généralement, nous dans notre promo, ceux qui ont justement été dans le tourisme sont pas forcément les meilleurs de la promo. Dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'étais en BTS et quand j'ai eu ma licence, on m'a inculqué des notions, on m'a inculqué des choses qui, on va dire, étaient propres à une certaine école et qui n'avaient pas la même visibilité qu'à les SCAET. Ce qui fait que du coup, on n'a pas les mêmes points de vue. Et c'est vrai qu'au début, quand nous, on vient dans le tourisme, on a nos idées, on se dit, OK, j'ai vu ça pendant 3 ans. Je me dis, bon, j'ai les bonnes bases en tourisme. Et au final, de se dire, ah ouais, OK, je commence avec un 9, alors que j'ai fait 3 ans de tourisme, je me dis, est-ce que vraiment je travaille dans le tourisme? Parce qu'en fait, j'ai rien compris, quoi. Et au final, on se rend compte qu'on change d'avis, qu'on a des cours qui sont beaucoup plus poussés. Et ceux qui n'ont aucune base dans le tourisme, justement, ils viennent entre guillemets page blanche et ils apprennent tout et ils ont déjà toutes ces notions et ils enchaînent. Et nous, justement, on est là aussi 100% dans le tourisme pour leur dire, écoute, moi, je sais que j'ai vu ça et leur expliquer, on va dire, avec nos mots. Et c'est généralement ces personnes-là qui comprennent le plus. Alors que, voilà, nous, des fois, on galère plus justement à se dire, mais non, mais moi, je vois pas ça comme ça. Et au final, c'est juste qu'on est trop buté par rapport à ce qu'on a vu avant. Et donc, voilà, donc c'est aussi, n'ayez pas peur si vous allez faire de tourisme, justement, limite, vous allez être meilleur, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais plus performant que les autres, quoi. C'est vraiment un... Pardon, vas-y Eva, vas-y, partage ton expérience, tu as bien raison. C'est juste à Romain de ne pas faire fuir ceux qui viennent du tourisme. Non, mais c'est vrai que son partage, il est intéressant. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ouais, c'est super, je vais être tranquille, je viens du tourisme, du coup. Mais c'est vrai que, voilà, il y a le programme, il y a le référentiel du BTS tourisme, qui est imposé par le gouvernement. Et c'est des référentiels qui changent à peu près tous les 10 ans, tous les 15 ans. Et après, forcément, quand tu es dans c'est propre de l'ESCAET, c'est d'avoir les étudiants ont voulu monter une école pour être toujours à la page, en fait, de l'industrie et pas être enfermés dans des référentiels. Donc, forcément, c'est un petit peu différent et c'est ça que Romain explique. C'est-à-dire que oui, forcément, on a l'impression que tout va rouler et après, il y a d'autres visibilités parce que dans le BTS, dans le référentiel, ça parle beaucoup institutionnel, agence de voyage, tous les acteurs en ligne, tout le voyage d'affaires, tout le secteur de la technologie. C'est pas forcément abordé de la même manière. Donc, il y a tout un monde qui se révèle quand on arrive à l'ESCAET, mais c'est ça qui est chouette dans la promotion du coup. Ça crée vraiment quelque chose d'intéressant entre les études. Ajouter quelque chose, c'est que du coup, justement, il y a ces référentiels-là. Et par exemple, la grosse crise qu'on vient de vivre, le temps que ça se mette dans les référentiels de après, oui, là, au moins, on a une école qui est assez dynamique et qui suit la tendance. Et du coup, on vit en fait ce qu'on vit à l'extérieur, alors qu'on a l'impression que c'est un autre monde quand on est dans des choses comme le BTS, quoi. Que c'est vraiment une petite bulle, alors que non, il y a plein de choses autour. Et c'est mieux d'avoir une petite école dynamique et de rencontrer des professionnels qui suivent le terrain, etc. Merci, c'est gentil. Ah oui, il y a quelqu'un qui pose la question. C'est une question pratique, oui, en effet, de où on peut manger, puisque lui, la Clovis Hugues, rue d'Italie, et forcément, c'est vrai que c'est une rue très, très, très sympa pour déjeuner. Et donc, il demandait où c'est que vous mangez, en fait. Ah, Marie, j'avais pas vu, tu as répondu. Ouais. Picard, c'est bien, il y a des formules étudiantes pas chères. Comment? Picard, il y a des formules étudiantes pas chères. C'est vrai qu'il y a Picard juste à côté et ça, ça change tout. Oui, c'est vrai.
Et Marie dit, tu peux manger au sein de nos locaux, des micro-ondes et des espaces sont mis à disposition. Sinon, en dehors de celle-ci, il y a plein de boulangeries. Enfin, oui, il y a plein de... On est vraiment, pour ceux qui viennent pas de Aix, on est vraiment à 5 minutes à pied du plein centre d'Aix. Et Aix est une ville, comme Romain a pu vous le présenter tout à l'heure, est une ville vraiment à taille humaine et qui est très étudiante et très dynamique. Donc, vous devriez vous y plaire si vous décidez de venir y passer quelques années. Alors, Charlotte, j'avais une question concernant les frais de scolarité. Alors, au niveau des frais de scolarité, l'année de bachelor, elle est à 6 900 € et la première année de MBA, elle est à 7 400 € pour ceux qui nous rejoignent pour le MBA et la deuxième année de MBA sera à 6 900 € également. Et ce sont des règlements répartis en 3 échéances sur l'année. Système de bourse aussi, peut-être? Oui, effectivement, et on a une bourse. Alors, nous, on ne peut pas bénéficier des bourses du Crous, des bourses d'État. Pour combler ça, on a mis en place un système de bourse propre à l'école qui dépend à la fois des revenus familiaux et aussi de la motivation du candidat, enfin la motivation que vous nous avez fait part pendant tout l'appel à talents. Ces bourses sont attribuées une fois que vous êtes inscrit à l'école. Elles sont attribuées aux alentours des mois de juin, juillet. Et c'est une bourse qui peut aller jusqu'à 2 000 € maximum, 2 000 € par an, et qui se matérialise sous forme de réduction des frais de scolarité. Donc, ça peut être une aide non négligeable à prendre en compte pour les frais de scolarité. Ces bourses sont basées sur les taxes d'apprentissage qu'on perçoit des entreprises partenaires. Donc, en fait, le montant fluctue en fonction de chaque année. Les entreprises ont pour obligation de verser une taxe chaque année pour contribuer à la formation de nos jeunes en France. Et donc, voilà, en fonction du montant qu'on perçoit des taxes d'apprentissage, nous avons pour l'obligation d'en reverser une partie, et tant mieux, sous forme de bourse. Voilà ce que nous faisons. Après, sur ces sujets-là, Charlotte ou d'autres, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de moi, qu'on puisse échanger sur la question, qui est souvent une question un petit peu plus personnelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui existent aussi pour pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, on est à votre disposition pour vous aider là-dessus aussi si besoin. Alors, il y a Béatrice qui m'a envoyé une question en privé qui demande: est-ce que vous avez une liste d'hébergement? Alors effectivement, nous, une fois que vous êtes inscrit, quelques mois avant la rentrée, on a la possibilité de vous envoyer un listing de résidences ou de particuliers avec qui les étudiants ont l'habitude de travailler, enfin de collaborer, on va dire, pour louer des hébergements. Après, à vous de prendre contact avec eux pour voir si les logements sont toujours disponibles. Mais oui, on peut vous accompagner là-dessus. On peut aussi vous guider si vous ne venez pas du tout du coin sur les zones à privilégier pour vous loger, etc. Donc oui, on peut vous accompagner sur ce sujet-là également. Sachant qu'également sur Aix-en-Provence, il y a pas mal de résidences étudiantes disséminées un petit peu partout, avec des lignes de bus et de navettes qui ramènent vers le centre. Donc, en termes d'accessibilité, c'est assez commode. Donc, je ne sais pas s'il est parmi nos étudiants déjà présents, il y en a qui en bénéficient ou qui en bénéficiaient. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout au niveau hébergement. Il y en a quelques-uns aussi qui souhaitent s'éloigner un petit peu d'Aix éventuellement et qui viennent en voiture. Et il y a aussi des systèmes de parking relais qui permettent de stationner la voiture à la journée pour un prix très intéressant et avec un ticket qui permet d'avoir la navette le matin et le soir pour revenir jusqu'au parking. Donc ça, c'est aussi des tarifs étudiants assez abordables qui peuvent vous permettre éventuellement de trouver un compromis si vous trouvez un logement en dehors d'Aix éventuellement. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous au moment où vous étudiez la question. On a toutes ces informations à vous communiquer si besoin. Ouais, pour ma part, je suis en résidence étudiante et c'est à même pas 10 minutes à pied de l'Escaët. Voilà. Et justement, je suis aussi assez près de la gare routière. Donc, je rentre régulièrement à Lille. Bon, là, c'est le confinement, donc je suis à Lille. Et si ça vous intéresse aussi, parce que je suppose que vous venez pas tous d'Aix-en-Provence, il y a des lignes directes qui mènent donc Lille, Paris, Lyon, Avignon en Ouigo. C'est bien qu'au final, je paye pas très cher pour faire mes allers-retours. Généralement, je paye 16 € pour un aller. Donc, ça dépend quand on réserve, évidemment. Il faut s'y prendre à l'avance. Mais
du coup, on peut venir de loin, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Excusez-moi, je vais devoir quitter Désolée, je vais devoir quitter la conférence. J'ai un imprévu qui vient d'arriver. Eh ben, pas de souci, Margot, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Margot, à toi pour pour ta ta présence, participation. Margot. Merci Margot. Merci, Toi toi aussi. Au revoir. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Est-ce que c'est clair? Est-ce que les étudiants, vous avez des choses que vous souhaitez encore partager? Bah, je voulais peut-être partager un peu sur l'ambiance au niveau des étudiants, parce qu'on en a un peu parlé avec le B2E, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une bonne ambiance même à distance. Et ça me change un peu de l'université où il y avait quand même un esprit de compétition ou de je prends mes notes et je te les passerai pas seulement si tu me passes les tiennes. Là, il y a non, mais c'est vrai. Oui, là, il y a vraiment une mise en commun. On partage on a un lexique des termes du tourisme, tout ça qu'on a partagé. Avec Clara aussi, on s'était mis à deux pour prendre des notes sur un événement qu'on a cité tout à l'heure. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance de ce côté-là. Et pareil avec avec les professeurs, c'est toujours très, comment dire, j'ai des mots anglais qui viennent en tête, très chill. C'est bien, tu peux parler Ouais. anglais, hein. Tu peux. Ouais, ça change vraiment de l'université de ce côté-là. C'est bien que vous ayez réussi à créer ça en si peu de temps que vous avez pu vous voir. Enfin, franchement, c'est super aussi, nous, de savoir ça. Franchement. En plus, on a fait un atelier cuisine, c'était bien. Ah oui, l'atelier cuisine aussi. Donc, Les ouais, MBA2, ils viennent pas trop à ces ateliers cuisine. Ils ont plus le temps. Ils ont plus le temps, les dommage. MBA2. Il n'y a que les bachelors Peut-être et que les tu MBA qui sont. Alors, peux... les MBA2, ils sont sous l'eau. Tu peux peut-être expliquer rapidement, alors, peut-être pas spécifiquement cet atelier, mais ce qui est mis en place pour partager aux autres, parce que ça ne parle peut-être pas quand on Bah, le dit comme ça. Avec le confinement, l'Escalette a quand même tenu à faire des événements pour une mise en commun, pour discuter avec les autres et autre chose des cours. Donc, on a eu pour le moment plusieurs activités. Il y en a une, c'était parler de nos souvenirs de voyage, parce que bon, on fait du tourisme, on travaille dans le tourisme, donc on se doute bien qu'on a déjà voyagé dans notre vie. Et c'était très intéressant pour aussi faire un peu connaissance, parce que bon, personnellement, j'ai pas pu rencontrer énormément de monde, surtout que j'ai une très mauvaise mémoire des visages. Donc, c'était intéressant de voir un peu l'expérience des autres de ce côté-là, voir leur voyage. Et l'atelier cuisine, c'était organisé entre autres par Clara. Donc, si tu veux en parler, je te laisse le faire. Oui, du coup, je veux bien. Donc, l'atelier cuisine, en fait, il y avait deux personnes qui ont pensé à faire une recette. Donc, une personne faisait la recette salée et une personne la recette sucrée. Donc, il fallait trouver quelque chose que chaque étudiant puisse faire, en fait. Donc, il fallait éviter les recettes, par exemple, avec un four, parce que forcément, pas tout le monde va avoir un four. Et des recettes de préférence qui soient simples à faire, qui ne soient pas trop chères. Et on a fait ça sur Google Meet. Et du coup, chaque étudiant qui présentait a fait sa recette directement en live avec les étapes. Donc, moi, c'était des pancakes à la banane, des œufs, de la banane, de la farine. On passe à la poêle. Simple, rapide. Et bon, d'après les avis, c'était bon. Donc, ça me rend très heureuse. Comme les lives avec Cyril Lignac, quoi, qui fait en ce moment pendant le confinement. On cuisine tous ensemble et voilà. C'était exactement ça. Et c'était très, très bon. En tout cas, je crois que, enfin, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment-là, parce que du coup, voilà, même virtuellement, on arrive quand même à échanger et à partager ce qui se passe à l'école. Donc, franchement, merci beaucoup à tous et les étudiants. Franchement, bravo pour votre prestation, parce que vous étiez très à l'aise et c'était votre première, enfin, Romain, non, mais pour les autres, en tout cas, bravo, parce que c'était super pro. Ça fait plaisir à voir.